Madame la ministre, quel est votre lien au lobby des crèches privées lucratifs? Je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Mais c'est ce SMS que je cite, c'est surtout une copine. Voilà, donc ce n'est pas moi qui invente la relation personnelle que vous avez avec la lobbyiste des crèches privées lucratives. Et conflit d'intérêts, lien avec les lobbies des crèches privées. En pleine audition, un député met Aurore Berger face à des accusations explosives. La tension monte, les échanges dérapent et elle craque en direct. Regardez cette séquence jusqu'au bout. Madame la ministre, quel est votre lien au lobby des crèches privées lucratifs? Parce que là aussi, beaucoup d'observateurs évoquent, on va dire, des liens ambigus, peut-être controversés avec le lobby des crèches privées lucratives. Nous savons que vous échangez régulièrement avec Madame Elsa Hervy, qui est la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, donc le lobby des crèches privées lucratives. Et nous avons même appris dans la presse, j'ai lu un article de Mediapart, un message que vous avez envoyé à cette époque à votre directrice de cabinet, évoquant Madame Elsa Hervy, donc encore une fois la lobbyiste en chef des crèches privées lucratives. Je cite votre message, « C'est surtout une copine », smiley avec un sourire, « elle sera très aidante avec moi ». Alors Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire précisément en quoi la lobbyiste des crèches privées lucratives a été très aidante avec vous et nous dire quelle a été, en tant que ministre, la contrepartie à cette aide du lobby des crèches privées? J'aimerais que vous me précisiez ce que vous entendez par le mot contrepartie. Qui laisse à penser que non seulement j'aurais des intérêts croisés avec des lobbies, mais que j'aurais obtenu des contreparties en échange des politiques publiques que j'aurais mises en place. C'est bien ça, la question que vous me posez? Oui, normalement la commission d'enquête, c'est les questions qui sont posées à l'auditionné, mais je vais laisser oui, mais comme on permet le rebond, il n'y a pas de souci. Allez-y, Monsieur Martinet, précisez votre question. Merci, je peux tout à fait préciser ma question. Vous avez dit à votre directrice de cabinet que la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches était aidante avec vous. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que cette personne vous a aidé? Et ma question, c'est quelles ont été les contreparties à cette aide? Voilà. Je crois que la question est... Madame la ministre, il faut parler au micro. Allez-y. Pardon, des contreparties que j'aurais reçues, c'est ça que vous entendez? Enfin, sur la deuxième question que vous avez posée, beaucoup plus insidieuse, sur les prétendues relations que j'aurais avec les groupes de crèches privées, outre le fait que vous mentionnez un article qui va faire l'objet d'un droit de réponse, évidemment, de ma part, puisqu'il y a des allégations qui sont mensongères dans cet article et auxquelles j'entends évidemment donner suite et répondre. J'imagine que vous lirez avec attention la réponse que je pourrais produire. Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête, donc je le redis sous serment pour que ce soit clair, je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je ne l'ai jamais rencontrée en tête-à-tête de ma vie. La seule fois où je l'ai vue, c'était soit au conseil d'administration de la CNAF, soit quand nous avons eu des comités de filière, c'est-à-dire des rendez-vous qui étaient avec 20, 30 ou 40 personnes, ce qui n'est pas franchement un cadre intime de relation. Et pour quelqu'un qui serait soi-disant proche de moi et intimement lié à moi, eh bien je ne l'ai jamais vu dans un cadre privé et intime de ma vie. Voilà, donc je ne peux pas être plus claire. Donc j'entends ce que vous essayez de démontrer, mais ce que vous essayez de démontrer n'existe tout simplement pas, monsieur le député. Sur la question du lobbying, Madame la ministre, j'essaye d'être le plus précis et le plus concret possible. J'ai cité tout à l'heure un message que vous avez envoyé à votre directrice de cabinet. Alors peut-être vous pouvez me dire que ce message est faux, qu'il n'a pas existé et que les journalistes de Mediapart inventent. Là aussi, vous êtes dans une commission d'enquête sous serment. S'il y a à démentir, n'hésitez pas à le faire. Mais c'est ce SMS que je cite, c'est surtout une copine. Voilà, donc ce n'est pas moi qui invente la relation personnelle que vous avez avec la lobbyiste des crèches privées lucratives. Et
je redis votre propos, elle sera très aidante. Donc moi, c'était ça ma question, et je me permets de relancer. Vous m'avez parlé de votre agenda et de vos rencontres ou non-rencontres avec Elsa Hervy, alors merci de ces précisions. Mais moi, ma question, c'était sur elle est très aidante. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous faisiez référence dans ce message? En quoi la lobbyiste des crèches privées lucratives a été très aidante avec vous? Et enfin, je crois avoir répondu, et clairement, je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby. Aucune personne d'aucun lobby. Donc je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai déjà dit sous serment. Donc je le répète sous serment, je n'ai pas de lien personnel, intime ou amical avec Madame Elsa Hervy. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a des années dans un autre cadre de relation, mais avec laquelle, ni il y a des années, ni il y a 15 ans, ni il y a 10 ans, ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai eu une seule fois dans ma vie un rendez-vous privé en tête-à-tête. Ça n'est pas totalement comme ça que je définis l'intimité d'une relation ou le caractère amical d'une relation. Alors nous n'avons pas la même définition, monsieur le député, de l'amitié. Et non, il n'y a jamais eu la moindre contrepartie, parce que la seule contrepartie que j'ai donnée aux crèches privées lucratives, c'est d'avoir changé la loi pour avoir mis en place plus de contrôles, plus de sanctions. Donc si c'est ça la contrepartie qu'ils attendaient, ils ont sans doute dû être extrêmement déçus par la ministre que j'ai été. En revanche, j'ai toujours dit que je ne pointerai jamais du doigt un modèle économique parce que je crois que plusieurs modèles économiques doivent pouvoir cohabiter avec les mêmes référentiels, avec les mêmes règles et avec les mêmes outils, encore une fois, de contrôle et de sanctions. C'est ce que j'ai fait en tant que ministre, c'est ce que mes successeurs continuent à faire avec engagement et intégrité, parce que c'est ça, tout simplement, que les parents attendent de nous. Permettez-moi de penser, contrairement à ce que vous avez dit, que votre conviction était déjà forgée avant que cette commission d'enquête existe, et que vous avez même créé et demandé la création de cette commission d'enquête pour prouver, pour espérer en tout cas prouver ce que vous pensiez déjà, à savoir que le secteur privé lucratif ne devait avoir en aucun cas à faire avec la question de la petite enfance. C'est une conviction d'une position politique et sans doute respectable qui me semble absolument inapplicable aujourd'hui au regard du nombre de places qui sont gérées justement par le secteur privé lucratif, d'une part, et qui en plus est fausse. Est fausse parce que ça a été documenté notamment par le rapport IGAS. Le rapport IGAS est sans doute le rapport le plus clair qui ait pu être publié sur la question de l'accueil collectif pour la petite enfance. Ce rapport ne fait en aucun cas un lien entre modèle économique et risque de maltraitance. Pour des raisons assez évidentes, c'est que la maltraitance, malheureusement, ce sont des cas gravissimes, mais ce sont des cas qui restent des cas individuels, qui méritent une sanction la plus haute possible, évidemment, mais ce sont des cas individuels. Que d'autre part, cette remarque, elle est insultante vis-à-vis des professionnels de la petite enfance qui travaillent tous les jours dans ce secteur, qui travaillent, je crois, avec sincérité, engagement, conviction, formation, et qui à un moment choisissent un lieu d'exercice de leur profession qui est à la fois un lieu en proximité et qui leur offre sans doute les meilleures conditions de travail qui puissent exister. Et après, chacun est libre de choisir de travailler dans le secteur public, dans le secteur associatif, dans le secteur privé, comme chaque parent est libre aussi de mettre son enfant là où il estime que c'est le mieux pour son enfant, tout simplement parce que chaque parent confie tous les matins ce qu'il a de plus précieux au monde quand il place son enfant en crèche ou dans un accueil d'ailleurs individuel. D'abord, Madame la Ministre, bon, vous imaginez les nombreux désaccords que j'ai sur les propos que vous avez tenus, mais là aussi c'est normal, c'est le débat politique. Je reviendrai juste sur un seul. Je pense que vous faites une erreur d'analyse sur un point, les parents n'ont pas le choix. Alors sauf peut-être une infime minorité de parents, très aisés, qui peuvent accéder à des crèches privées qui sont à des tarifs exorbitants. Mais l'essentiel des parents, le parcours classique quand ils cherchent une place pour accueillir leur enfant, c'est d'abord on essaye de passer par la crèche municipale, la crèche publique, on passe en commission et comme beaucoup de parents, on ne se voit pas attribuer de place en crèche publique et du coup on cherche une autre solution et ce qui reste, malheureusement, parfois, ce sont uniquement des crèches privées lucratives. La façon dont vous évoquez les professionnels de la petite enfance, dire que les professionnels de la petite enfance ont le choix et les présenter comme des acteurs qui du coup pourraient aller d'une crèche à l'autre et espérer des salaires élevés, des conditions de travail qui soient favorables, là aussi ce n'est absolument pas la réalité. Parce que les salaires sont bas partout, parce que les conditions de travail sont difficiles partout, parce que les professionnels, elles sont en souffrance
beaucoup dans le privé lucratif, ce sont de nombreuses remontées de terrain, mais dans l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, les professionnels de la petite enfance, elles sont finalement dans le même positionnement que les parents, c'est-à-dire qu'elles sont coincées et qu'elles subissent ce système. Sur le premier point, d'abord, j'ai surtout évoqué le fait que les professionnels aujourd'hui ont le choix. Parce que je le pense profondément. Parce que quand vous êtes dans un secteur en pénurie, quand vous avez un besoin de renforcer l'attractivité du métier, il y a la responsabilité nouvelle qu'a prise l'État, encore une fois, les 200 millions d'euros chaque année provisionnés pour garantir cette revalorisation, mais il y a surtout la nécessité que les employeurs eux-mêmes renforcent cette attractivité. Parce qu'encore une fois, un professionnel de crèche qui démissionne, il retrouve le jour même ou le lendemain, s'il veut rester dans cette activité professionnelle, un emploi dans une autre crèche. Parce qu'il y a partout un enjeu de pénurie et d'attractivité. Donc les professionnels ont le choix. Ils ont ce pouvoir-là, et tant mieux en vérité qu'ils aient ce pouvoir-là, parce que sans doute que c'est ça aussi qui va permettre de tirer vers le haut l'ensemble des pratiques professionnelles et l'ensemble, encore une fois, des conventions collectives, des rémunérations, des organisations de travail qui doivent évidemment partout être revalorisées. Et c'est encore une fois ce que j'ai moi-même impulsé en mettant sur la table quand même 200 millions d'euros chaque année. Ce qui est colossal, encore une fois, comme effort de l'État, alors même que l'État n'est pas lui-même employeur d'aucun professionnel de la petite enfance. Ensuite, dans ce que vous avez dit en décrivant le parcours des parents, vous dites malheureusement, je reprends le mot que vous avez eu, malheureusement, ils doivent parfois se tourner vers le privé lucratif. Mais permettez-moi de penser qu'il y a des parents qui le choisissent et que c'est pas forcément malheureusement un choix de se tourner vers le privé lucratif, ou alors ça veut dire que vous considérez que toutes les crèches privées lucratives de notre pays sont un problème et que donc tous les professionnels qui font le choix d'y travailler sont un problème. Et je ne suis pas d'accord avec cela, parce que les professionnels qui y travaillent font un travail compétent, professionnel, exigeant, difficile. Et je sais bien qu'évidemment les parents font surtout le choix de la disponibilité de la place qui existe. Évidemment qu'ils font d'abord ce choix-là, peut-être arbitre-t-il entre un accueil individuel ou un accueil collectif, et qu'ensuite ils font surtout avec les places qui sont à leur disposition. Je l'ai toujours dit, et je continue de le penser. Mais je pense juste que les professionnels, eux et heureusement, ont un choix, et qu'il existe aussi des parents qui peut-être considèrent que tel ou tel groupe ou telle crèche privée, qui n'appartient d'ailleurs pas à un grand groupe, parce que vous avez aussi beaucoup de crèches privées et d'entreprises qui possèdent une crèche, ou parfois 2 crèches privées et pas plus, et qui, encore une fois, font un excellent travail. Mais si vous voulez dire, vous, que l'ensemble des crèches privées lucratives sont un problème pour notre pays, sont un problème pour nos enfants, sont un problème pour les professionnels, non, je ne suis évidemment pas d'accord, parce que c'est faux factuellement. Qu'il y ait des difficultés, oui, qu'il y ait un enjeu d'attractivité, évidemment, qu'il y ait pu y avoir des cas graves de maltraitance qui méritent d'être dénoncés, rectifiés, réparés, et pour cela de renforcer encore une fois la loi, c'est exactement ce que j'ai fait, monsieur le député. C'est exactement ce que j'ai fait. Et je regrette que votre groupe n'ait pas proposé des éléments pour renforcer les éléments de contrôle et de sanction. Moi, je l'ai fait. Et les parlementaires l'ont voté. Ça n'est pas le choix que votre groupe a fait. Vous n'avez à aucun moment proposé des éléments d'outils supplémentaires de contrôle et d'outils supplémentaires de sanctions, parce que vous êtes uniquement dans une logique idéologique qui serait de dire rayons de la carte l'ensemble des crèches privées lucratives. Eh bien, expliquez aux parents comment ils font à la rentrée prochaine, puisque c'est en ce moment même les inscriptions que nous faisons pour nos enfants pour la rentrée prochaine, si demain vous supprimez les 27% de crèches privées qui permettent cet accueil collectif. Et quand vous essayez depuis tout à l'heure, j'ai bien compris, vous essayez de faire croire que l'opposition que nous avons avec le principe du privé lucratif dans la petite enfance serait une remise en cause des professionnels qui travaillent dans ces crèches privées lucratives. Mais Madame la Ministre, moi j'ai passé mon temps, depuis que je suis parlementaire, à échanger avec ces professionnels de la petite enfance qui travaillent dans le privé lucratif. Et vous savez quoi, même depuis le début des travaux de cette commission d'enquête, ces professionnels, elles me disent « Merci, monsieur le député, merci pour ce que vous faites », parce qu'effectivement, nous professionnels dans ces groupes, notre préoccupation centrale, ce sont les enfants.
On essaye, quel que soit l'environnement, quelle que soit la pression financière, quelles que soient les consignes pour faire des économies ici et là, nous les professionnels dans ces crèches privées, on essaye de tout faire pour protéger les enfants, mais parfois la pression est trop forte, on n'a pas les moyens et il y a des problèmes. Donc n'essayez pas de faire croire que les lanceurs d'alerte que nous sommes sur le fonctionnement de ces grands groupes privés lucratifs, c'est une remise en cause des professionnels. Au contraire, nous sommes de leur côté. Donc moi, je finirai juste en disant une chose, puisqu'on parle des professionnels. Vous évoquez depuis tout à l'heure les 200 millions qui ont été mis sur la table, mais que tout le monde comprenne de quoi nous parlons. Nous parlons d'une augmentation de salaire de 100 à 150 euros par mois, qui est facultative, c'est-à-dire qu'il faudrait que les groupes privés revoient leur convention collective, ce qui n'est pas fait, et il faudrait que les collectivités territoriales votent une délibération, ce qui n'est pas fait dans toutes les collectivités. Pourquoi ? Parce que cette augmentation de salaire de 100 ou 150 euros par mois, elle n'est prise en charge qu'à 2/3 par la CAF. Donc en fait, là, à répéter depuis tout à l'heure, il y a 200 millions d'euros sur la table, vous le savez très bien, ces 200 millions d'euros, non seulement aujourd'hui, ils ne sont absolument pas engagés, non seulement aujourd'hui, cette augmentation de 100 ou 150 euros, elle ne concerne pas du tout toutes les professionnels, mais il y a un vrai doute, et on a pu le constater dans les travaux de cette commission d'enquête, c'est un doute sur le fait que cette augmentation de salaire, il est tout à fait possible que ni l'année prochaine, ni celle d'après, ni encore celle d'après, elle concerne toutes les professionnels. Il y a un vrai risque que ça s'arrête en chemin. Et sans parler du fait que, 100 ou 150 euros en plus par mois, évidemment, c'est important pour ces professionnels qui ont un très petit salaire et tout ce qui est à prendre est positif. Mais enfin, franchement, 100 ou 150 euros par mois pour des professionnels qui sont au SMIC et qui ont un métier aussi difficile, excusez-nous, vous n'allez pas nous faire croire qu'avec ça, vous répondez au sujet d'attractivité du métier. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.